conflit et l'impuissance. Je n'ai pas le temps de vous remonter le moral, quand même. La monotonie. Réenchanter notre manière de penser, de faire notre travail, retrouver les valeurs profondes et personnelles dans les actions quotidiennes. J'ai eu une éducatrice qui écrivait des messages tout en marchant avec le résident comme ça. J'ai dit, oh, il doit y avoir un truc vachement important à faire. Et puis il y a le résident qui traverse même la rue, et puis qui revient, et puis alors, genre, il y a un truc très important à faire. Et puis on voyait qu'elle était là, et de temps en temps, on lui adressait la parole à un moment donné. Je me suis dit, ça doit être une nouvelle approche éducative. Pour familiariser aux choses communes de la vie. Je ne critique personne, évidemment, en disant ça. Je veux tout simplement dire que je me reconnais là. Je me reconnais dans cette souffrance. Être juste là pour réenchanter un moment très simple. Boire un thé le matin et sourire à une résidente qui aime que vous buviez le thé avec elle. Et le réenchanter. Vous savez, ça fait comme la forêt enchantée. Il y a une théorie beaucoup plus, Max Moore, qui est beaucoup plus importante là-dedans. Réenchanter notre manière de nous réveiller, ou de faire le parcours vers la maison, ou de travailler dans les choses simples, pour qu'elles ne deviennent pas une monotonie. Les conflits non exprimés ou non transformés. Waouh! Là, il y a du travail à un moment donné. Un de mes premiers métiers, évidemment, c'était médiateur. Je continue toujours à l'être, mais je me dis, oh là là, il y a du travail quand même. Qu'est-ce qu'on aime les conflits? Et on a raison de les aimer. Ce qu'il faut peut-être un peu moins aimer, c'est la manière dont on les résout, la manière dont on les transforme. Et très souvent, la philosophie peut nous aider à cela. Pas rien que la technique, pas rien que le savoir technique. Découvrir quelle est la valeur de l'autre personne. Quelle est sa valeur? Je ne peux pas donner de la valeur ou enlever de la valeur. Je peux simplement redécouvrir la valeur et recultiver un lien de confiance. Et arrêter avec le fantasme qui dit « Une fois que j'ai plus confiance, c'est fini !» Donc, ici en Suisse, pouvons comparer la confiance à un compte en banque. Des fois, il est un peu plus haut, et des fois, il est un peu plus bas. D'accord? La confiance, ça se gagne et ça se perd. Et puis ça se regagne à un moment donné. Ça se cultive. Il y a même des grilles d'évaluation de la confiance, de plus 20 à moins 20. Vous les enverrez, avec des critères très objectifs. On travaille la confiance, d'accord? Bon, pas avec la grille, franchement, hein, mais on travaille la confiance. Ça peut se perdre, ça peut se gagner, ça c'est très clair. Et le sentiment d'impuissance. J'ai été voir chez Payot à Lausanne il n'y a pas longtemps, il y a plusieurs bouquins sur le sentiment d'impuissance éducative. Je me suis dit, c'est une nouvelle pathologie, pas possible. Si c'est quoi cette histoire alors des graphiques incroyables, et voilà. Et ils ressentent une espèce d'impuissance grandissante qui envahit leurs esprits. Je n'arrive pas à changer le comportement de ce résident. J'arrive pas. Et donc je me sens impuissant. Je ne peux rien faire. J'arrive pas à changer la pensée de l'autre. C'est très intéressant cette idée-là. Et je dois dire que franchement, quel est le contraire du sentiment de puissance? Comment? Vous voulez un sentiment de puissance alors? C'est drôle cette histoire. On a un sentiment d'impuissance, mais on ne sait pas quel est le contraire du sentiment. C'est quoi le contraire du sentiment d'impuissance? Comment? Le pouvoir d'agir. Avoir confiance dans une certaine efficacité, mais en même temps reconnaître avec beaucoup d'humilité que parfois on ne peut pas agir. Et que ne pas agir, c'est peut-être la meilleure manière d'agir. Mais quand on est éduqué, on n'aime pas ne pas agir, il faut du programme, il faut de l'activité, il faut des projets, et parfois non. Franchement, on a un problème avec la question d'impuissance, puissance, d'agir, de non-agir. Et là, il y a vraiment la question de repenser la manière de faire face aux difficultés professionnelles. Parfois, l'hyperfocalisation
où l'obsession à vouloir agir va créer quelque chose d'extrêmement frustrant, et donc un découragement, et donc une perte de sens. Si je me suis formé aussi longtemps et après autant de temps, je n'arrive pas à faire quelque chose de ma situation, ni en groupe, quoi que ce soit, alors à quoi je sers? Je suis inutile. Se sentir inutile, c'est grave quand même, non? On va entrer dans les pieds, on dit je suis inutile de toute façon. Il n'y aura pas le grand spécialiste de la gestion des crises ici, il dira qu'il n'y a rien d'inutile, non? Tout trouve une solution. Mais parfois, il faut laisser refroidir. L'humour et l'autodistanciation, j'allais dire plutôt l'autodérision. L'humour, c'est un truc vachement sérieux. Là encore, il y a de la littérature à profusion, on dit. L'humour, c'est un bon outil d'autodistance. Qu'est-ce qui se passe si j'ai le nez dedans et que je n'arrive pas à sortir du cadre et à parfois en plaisanter sans se moquer, évidemment. Mais c'est très important que de prendre les choses un peu à la légère. Bien distinguer, évidemment, le détachement de soi du déni. C'est pas un truc... L'humour, c'est pas un truc, je me débarrasse d'eux, j'y pense plus. C'est... Le premier se fait de façon consciente. Le deuxième ne se fait pas de façon consciente. Le déni, d'accord, est une chose inconsciente. Et avec l'intention d'agir. C'est un bon outil lorsque nous sommes dans l'hyper-réflexion. Et je sais qu'on peut être dans l'hyper-réflexion. Quand on cherche à atteindre la perfection, on peut être dans l'hyper-réflexion. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux améliorer, n'est-ce pas? Toujours plus et toujours autrement. Que nous apprentissions à faire parfois de la même chose dans cette hyper-réflexion. Donc l'autodistance et l'humour, un peu de légèreté. Et d'ailleurs, je pense que le monde éducatif est vraiment champion du monde. Parfois un peu caustique, d'ailleurs, je dois dire. La déréflexion. On vous pousse à la réflexivité et à la réflexion. Moi, je vous suggère d'essayer la déréflexion. Déréfléchir, c'est quoi? C'est déplacer le centre de l'attention. Parfois, on hyper-focalise sur une solution et un chemin, et parfois, il faut décentrer le centre de l'attention dans ce qui dérange notre temps. Cela a pour but de neutraliser quelque part l'auto-observation obsessive. Il y a parfois des choses qui nous obsèdent tellement, qui font finalement que nous perdions de vue le point essentiel. Parfois, un conflit énorme avec un collègue va nous faire perdre le sens du tout, la capacité à se dépasser soi-même. Alors, je voudrais préciser cette chose-là parce que je ne vais même pas vous inviter à vous dépasser parce que vous êtes déjà bien dépassé vous-même dans l'engagement de votre travail. Je ne vous demande pas de faire des choses encore qui vous sacrifient encore un peu plus. Ce n'est pas du tout ça l'idée. Se dépasser soi-même, dans la logique frankienne, c'est être vraiment un humain. Ça veut dire qu'un humain a cette caractéristique qu'il ne peut pas marcher en se regardant le nombril. C'est pas possible. Essayez de faire ça, surtout en ville aujourd'hui, vous allez vous prendre un poteau, ça c'est clair. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, il y a le téléphone portable. Vous avez déjà vu ce que ça donne en ville quand les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, sortent leur téléphone portable, ben, ils se plantent, ils se prennent des fontaines, ils se prennent des poteaux, ils se prennent n'importe quoi. On n'est pas fait pour se regarder le nombril et pour regarder le portable en marchant. On est là pour regarder devant soi. Et donc la question du dépassement de soi-même, c'est si je fais quelque chose, c'est pas pour mon nombril. Ça ne peut pas être pour mon nombril. Si je fais quelque chose, c'est toujours en relation avec un but, avec un autre. Et si je ne fais ça que pour moi-même, il n'y a pas une grande valeur à cela. Comment cultiver le sens au travail? Cultiver, c'est comme on cultive le corps et la voix. On appelle la conscience l'organe du sens. Et ce n'est pas seulement une conscience d'intelligence, mais c'est une conscience de recherche fine, à la fois affective et cognitive. S'interroger sur le sens profond de notre travail. Ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on peut faire ensemble d'ailleurs. Faire l'inventaire de nos raisons de vivre. C'est assez radical quand même. Hein? Mais qu'est-ce qui vous pousse à vivre? Autrement dit, pourquoi vous ne vous suicidez pas? Ça interroge quand même sur l'idée de... Il y a quand même des raisons auxquelles vous tenez, n'est-ce pas? Tenir un journal de sens. Pas l'idée de j'ai mangé 2 kibis
ce matin, Julien Bontemps, c'est pour être vitamine C, c'est pas l'idée. Hein. Quoique, ça pourrait être, pourquoi pas. Mais c'est l'idée de qu'est-ce qui a eu du sens aujourd'hui, même dans la souffrance. Faire partie d'un groupe de partage sur le sens professionnel. Lorsque la souffrance survient, ne pas fusionner avec elle. Ouais, mais bon, quand on souffre, on souffre. Mais je ne suis pas la souffrance. Je ne suis pas la souffrance. Je souffre, mais je ne suis pas elle. Et donc, je peux répondre à ces questions. Comment vas-tu répondre? Comment veux-tu répondre à ce qui te fait souffrir? Ça ne doit pas être un voyage solitaire. Hein. On peut créer des binômes, des trinômes, même ce qu'on appelle des groupes. On peut réfléchir ensemble sur ce que